Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à l'analyse de la jurisprudence récente relative aux voies de recours en matière contractuelle. Par sa décision Tropiques Travaux du 16 juillet 2007, le Conseil d'État a reconnu aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif la possibilité d'exercer un recours de pleine juridiction en vue de contester directement la validité de ce contrat. Depuis cet arrêt, la haute juridiction administrative n'a cessé de faire évoluer sa jurisprudence concernant les voies de recours offertes aux parties au contrat ainsi qu'aux tiers, en élargissant les prérogatives du juge du contrat et en réduisant comme peau de chagrin le domaine d'intervention du juge de l'excès de pouvoir. Société Tropique, Béziers 1, 2 et 3, département de Tarn-et-Garonne, tous ces noms d'arrêt concernent les voies de recours en matière contractuelle et près de 10 ans jour pour jour après l'arrêt Tropique, une décision du Conseil d'État du 30 juin dernier, SMPAT, est venue compléter le dispositif. Jean-Marc Pérical, avocat à la Cour, maître de conférence à l'Université de Paris 11 et président de la PASP, ainsi que Céline Sabatier, avocate à la Cour, ont décrypté de manière synthétique les dernières décisions rendues par les juridictions administratives concernant les recours en référé, mais aussi au fond. Alors avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet Questions. Alors, maître, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, effectivement le sujet est assez actuel et il est assez vaste dans la mesure où sans cesse les recours évoluent, sont appréciés différemment par le juge lui-même et nous avons choisi ce matin d'évoquer 3 points. D'abord l'actualité des référés précontractuels et contractuels, ensuite le recours en contestation de validité du contrat et indemnitaire et la consécration enfin de la star du moment en termes de recours contentieux, c'est-à-dire le recours en demande de résiliation dont on vous parlera en fin de séance. Alors pour commencer sur les référés précontractuels et contractuels, on doit rappeler effectivement que le référé précontractuel, comme son nom l'indique, est un recours qui peut être formé en urgence avant la signature du marché. Avec ce recours, le requérant peut obtenir l'annulation de la procédure de mise en concurrence et il peut aussi obtenir, évidemment, c'est logique, toute décision qui s'y rapporte, par exemple la décision d'attribution, d'élimination de son offre ou de sa candidature. Encore faut-il qu'il invoque un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Les conditions de délai sont extrêmement strictes, comme je viens de le dire, puisque le marché ne doit pas être signé. Et récemment, s'est posé la question en jurisprudence de ce délai raisonnable pendant lequel le requérant peut former ce recours. Le Conseil d'État, cet été, le 12 juillet 2017, a ainsi posé que l'exercice de ce référé précontractuel n'était enfermé dans aucun délai raisonnable à compter du moment où le candidat évincé avait connaissance du manquement dont il se plaint. Il faut aussi rappeler que l'exercice de ce référé suspend la signature du contrat. C'est ce qui en fait un référé extrêmement efficace, avec l'autre élément qui est que le juge va statuer très rapidement. D'expérience, en environ 25 à 30 jours, on peut être fixé sur le sort d'une procédure dès lors qu'on a formé un référé précontractuel. Les personnes qui ont intérêt à agir dans le cadre de ce recours en urgence sont bien évidemment, logiquement, les candidats qui ont été évincés, c'est-à-dire qui, au stade de la candidature ou de l'offre, ont reçu une décision de rejet de la part de l'acheteur. Il faut aussi citer le cas du candidat qui est plus rare, mais qui tout de même peut former ce recours, du candidat qui a été empêché ou qui a été dissuadé de participer. Par exemple, parce que l'acheteur, et c'est évidemment un cas de figure qui ne se rencontre pas souvent, n'aurait passé aucune publicité pour son marché ou qui aurait passé une publicité quasiment confidentielle, de sorte que le juge appréciera qu'elle est totalement insuffisante et qu'elle a empêché le candidat d'avoir participé. Ce requérant, on le sait maintenant depuis également près de 10 ans, depuis la jurisprudence Smirgeum du Conseil d'État du 3 octobre 2008, il doit pouvoir invoquer une lésion. Et la lésion s'entend en fait, comme je viens de le dire, du candidat qui a été écarté. La conséquence pratique de cette exigence de lésion, c'est que le candidat qui a soumissionné ou qui a candidaté et qui l'a fait de façon irrégulière peut très difficilement se plaindre en matière de référé précontractuel. Il n'a, dans ce cas-là, pas la possibilité de former ce référé dès lors que sa candidature ou son offre n'a pas respecté les exigences de la consultation.
Il faut aussi souligner là-dessus qu'on apprécie de plus en plus en jurisprudence le comportement du candidat pendant la procédure. A-t-il fait preuve de passivité? A-t-il au contraire posé des questions à l'acheteur pour éclaircir certains points qui lui semblaient extrêmement flous ou extrêmement opaques? Quel a été le comportement de ce candidat pendant la procédure? Et on voit une évolution en jurisprudence sur ce point très précis qui me semble très actuel. En fonction de son comportement, le juge va prendre sa décision. Si le candidat a posé des questions pendant la procédure, il va en tenir compte. Au contraire, si le candidat n'a jamais posé de questions, ne s'est pas enquéri auprès de l'acheteur de tel ou tel point obscur, le juge en tiendra compte. Les moyens invocables vont être, comme je l'ai dit, tous les moyens qui tiennent à la publicité et à la mise en concurrence. Et on le sait, depuis Smirgeum, on assiste à un déplacement du contrôle du juge, puisqu'on analyse de moins en moins les obligations de l'acheteur en matière de publicité pour se concentrer sur la façon dont il a réalisé la mise en concurrence. Et du coup, les problématiques d'imprécision des critères d'attribution du marché reviennent régulièrement. L'irrégularité de la méthode de notation est également un moyen qui est maintenant très souvent invoqué en matière de référé précontractuel. On sait par exemple qu'une méthode de notation ne doit pas aboutir à des notes négatives, ne doit pas aboutir non plus à une neutralisation des critères. Le défaut de précision des besoins, des modalités d'exécution des prestations est aussi un moyen qui est régulièrement invoqué. Et puis on peut aussi citer une décision qui a fait beaucoup parler d'elle, en tout cas à Paris, sur la question des Vélib, où le juge des référés précontractuels a été amené à examiner dans quelles conditions de partialité ou d'impartialité avait été organisée la procédure de passation. Je pense à l'ordonnance rendue par le Théâtre Paris, JC Decaux, de mai 2017. Donc les manquements à l'obligation d'impartialité et la question du conflit d'intérêts sont maintenant des éléments qui peuvent être invoqués en matière de référé. Il faut que ce manquement ait lésé le requérant. Et il faut souligner à ce moment-là que le juge n'est pas là pour vérifier les qualités intrinsèques des offres. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas les mérites respectifs de chaque offre. Il ne va pas vérifier si la note de 8 sur 10 au lieu de la note de 10 sur 10 aurait dû être octroyée par le juge. En revanche, il va vérifier que l'acheteur n'a pas dénaturé l'offre. Ça, c'est un point qu'on peut soulever en matière de référé précontractuel. Mais on ne peut pas demander au juge de vérifier le mérite respectif de chaque offre. Il va vérifier aussi si une offre n'est pas anormalement basse, si le juge, si l'acheteur, dans ce cas-là, a enclenché la procédure, la garantie procédurale de demander des explications et des précisions au candidat dont il est suspecté qu'il a remis une offre anormalement basse. Après le référé précontractuel, on est obligé de parler du référé contractuel, en précisant tout de suite que ce n'est pas une deuxième chance pour le candidat. Il ne faut pas croire qu'il a à sa disposition deux voies d'urgence. Le référé contractuel est uniquement possible lorsque la société a été empêchée de former son référé précontractuel. Donc le référé contractuel, comme son nom l'indique, va s'exercer après la signature du marché, dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution, ou si l'acheteur oublie de publier cet avis d'attribution, dans un délai de 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat. Et ce référé contractuel ne peut donc pas pallier l'impossibilité d'avoir fait est là pour pallier l'impossibilité d'avoir fait un référé précontractuel. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a clairement indiqué qu'un candidat qui avait été en mesure de former un référé précontractuel, eh bien, n'était plus recevable ensuite à former un référé contractuel. Du coup, dans ces conditions-là, les irrégularités qui vont être invocables en référé contractuel vont être extrêmement limitées, extrêmement limitativement définies. Quand aucune publicité n'a été établie par l'acheteur, on admet qu'un référé contractuel puisse être formé par un candidat. En cas de méconnaissance des modalités de remise en concurrence des marchés subséquents d'un accord cadre, et évidemment, et c'est je crois le cas le plus fréquemment rencontré, même si la formation d'un référé contractuel, il faut le retenir, est relativement limitée et donc dans les faits relativement rare, le cas du non-respect du délai de suspension de signature.
un acheteur qui se dépêcherait, après avoir notifié le rejet des offres en matière formalisée, en matière de procédure formalisée, de signer le marché, pourrait s'exposer dans ce cas-là au référé contractuel puisqu'il aurait privé les candidats évincés de former ce recours en référé précontractuel. Et ceci m'amène logiquement à parler des MAPA. On le sait depuis quelques années, en matière de MAPA, le Conseil d'État est constant pour dire que vous n'avez pas l'obligation, quand vous êtes acheteur, de respecter un délai de suspension de signature. Très concrètement, vous pouvez notifier le rejet des offres et, dans la foulée, signer le marché. Et de ce fait, vous fermez la voie du référé précontractuel et vous n'ouvrez pas non plus celle du référé contractuel. De sorte que en MAPA, qui concerne quand même beaucoup de marchés, puisqu'il faut rappeler que pour les collectivités locales, le MAPA est possible en dessous de 209 000 euros en fourniture et services et en dessous 5 225 000 euros en matière de travaux. Pour tous ces marchés-là, qui sont conclus sous la procédure adaptée, les acheteurs peuvent parfaitement neutraliser, supprimer le risque de référé, de sorte qu'il ne sera possible aux candidats évincés uniquement de former un recours au fond dont nous allons parler dans quelques instants. Donc, dès lors que vous décidez d'éliminer une offre, vous pouvez, vous acheteurs, notifier la décision de rejet au candidat concerné et vous pouvez ensuite signer le marché sans risquer aucun recours. Vous n'avez pas l'obligation de respecter un délai de standstill, autrement dit un délai de suspension entre la notification du rejet et la signature du marché. Donc le MAPA ne relève pas des cas d'ouverture de référé contractuel et le MAPA échappe aussi, si l'acheteur le souhaite, si l'acheteur l'organise, au risque de référé précontractuel. Bien, nous allons continuer avec les recours sur le fond. On va donc étudier le recours en contestation de validité ainsi que les recours indemnitaires et, comme l'a dit Maître Sabatier, le dernier recours star contre les décisions de refus de résiliation. On commence par le recours en contestation de validité du contrat, le fameux arrêt dit département de Tarn-et-Garonne qui fait suite à un autre arrêt dit Tropique de 2007, mais qui ouvre de manière plus importante le champ des requérants contre le ou les contrats, puisque tous les tiers qui justifient d'un intérêt lésé par un contrat administratif ont cette possibilité donc de contester la validité de ce contrat devant le juge compétent. Donc c'est une ouverture extrêmement importante qui vient donc largement compléter le recours dit Tropique de 2007. S'agissant des tiers visés, il faut distinguer deux catégories donc de requérants. La première, les membres de l'organe délibérant du pouvoir adjudicateur, donc les élus de l'Assemblée délibérante, les élus de l'opposition essentiellement, à moins que les élus de la majorité souhaitent contester une décision qu'ils ont eux-mêmes votée, ce qui paraît peu probable. Et entre dans cette catégorie le représentant de l'État dans le département, le préfet. L'autre catégorie, ce sont les autres tiers, qui sont peu définis. Simplement, il faut qu'ils soient susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Cette contrainte ne s'appliquant pas au premier membre des requérants possibles, les élus et le préfet. Ce qui veut dire que cette appréciation d'intérêt à agir se fait au cas par cas, en fonction de la qualité donc du ou des requérants et de l'impact du contrat sur leurs intérêts. Donc on peut citer parmi la liste des requérants susceptibles d'être concernés, évidemment les candidats évincés, mais au-delà, des associations d'usagers, des associations de contribuables, des ordres professionnels, des syndicats. Pour un exemple d'ailleurs concernant ces dernières catégories, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 octobre dernier, un arrêt tout récent. Donc une liste susceptible d'être très large, mais malgré tout, une contrainte importante, j'insiste, il faut prouver qu'on est susceptible d'être lésé de manière directe et certaine. Toujours sur ce recours Tarn et Garonne, il y a un délai.
qui est de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Ce délai de 2 mois est un délai franc, confirmé tout récemment par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy. Par contre, on s'interroge sur cette notion de mesure de publicité appropriée, notamment pour les MAPA, les marchés à procédure adapté de faible montant, qui ne font pas tous l'objet d'un avis de publicité ou d'un avis d'attribution en tant que tel. Est-ce que cet avis doit avoir le même support que celui de la publicité initiale? Si par exemple il y a un avis initial dans un journal d'annonce légale, est-ce qu'il doit y avoir également un avis d'attribution dans ce même journal d'annonce légale qui ferait donc partir le délai de 2 mois? On attend des précisions de la jurisprudence à ce sujet. C'est important puisqu'encore une fois, c'est le point de départ du délai de recours Tarn-et-Garonne, donc c'est extrêmement sensible. Toujours sur ce recours Tarn-et-Garonne, 2 moyens susceptibles d'être invoqués, qui là aussi reprennent la distinction qu'on a vue tout à l'heure sur les requérants. Concernant donc les élus, les membres de l'organe délibérant, on va dire les élus de l'opposition, plus le préfet, ils ont la possibilité d'invoquer tout type d'irrégularité, ce qui donc leur donne une possibilité de contestation extrêmement élargie. Les autres tiers par contre, et c'est logique par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut qu'ils démontrent des vices qui sont en rapport direct avec l'intérêt lésé, ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Ce sont vraiment des irrégularités extrêmement importantes que le juge doit relever de lui-même. Donc c'est un peu la même logique que celle de la jurisprudence de 2008 du Conseil d'État Smirge et Homs, qui était venu limiter les cas de recours en référé avec un fort pouvoir d'appréciation laissé au juge. C'est lui qui, au cas par cas, va estimer que tel vice lèse directement les intérêts des tiers concernés ou qu'ils sont d'une telle gravité qu'il faut les prendre en compte et en tirer des conséquences. Sachant de plus que le juge peut moduler ses pouvoirs en fonction de la nature et de la gravité donc des irrégularités, il peut décider pas mal de choses, décider de la poursuite du contrat s'il estime qu'il y a des irrégularités mais qu'elles n'entachent pas de manière trop importante la légalité et la régularité du dit contrat, donc il autorise sa poursuite. Il peut inviter les parties à régulariser les dites irrégularités. Il peut par contre, lorsqu'il estime que ces irrégularités sont importantes et vicient le contrat, prononcer la résiliation, voire l'annulation du contrat, ou il peut également, puisqu'encore une fois c'est lui qui module ces décisions, octroyer une indemnité au requérant. Donc un point important encore une fois, c'est le juge qui a une large palette de décisions, tant sur l'appréciation de l'irrégularité que sur les conséquences qu'il est susceptible d'en tirer. Toujours sur ce recours, d'important, puisque on est sur le fond, on n'est pas, comme tout à l'heure, ce dont a parlé Maître Sabatier, sur des recours en urgence, on est sur des recours sur le fond, et donc ce recours Tarn-et-Garonne peut prendre plusieurs mois, voire davantage, devant la juridiction, ce qui peut effectivement paraître un peu long pour les requérants. On regarde notamment de la durée du contrat restant à courir. Et donc, pour aller plus vite, ils peuvent en demander la suspension de l'exécution en application de l'article L521.1 du Code de justice administrative. Pour être honnête, ce sont des décisions rarement positives, dès lors qu'il est assez difficile de caractériser une situation d'urgence suffisante. Situation d'urgence qui s'applique là encore de manière différente selon la nature du requérant. Si le requérant est un candidat évincé, l'appréciation d'urgence est assez stricte. Il faut qu'il démontre un risque d'une atteinte grave et immédiate à la pérennité de sa situation économique. En gros, il faut qu'il démontre que la poursuite du contrat met à mal sa situation financière et économique, met à mal son entreprise, ce qui est quand même assez difficile. Si par contre le requérant est un membre donc de l'organe délibérant, un élu de l'opposition, comme on l'a vu tout à l'heure, l'urgence est appréciée au regard d'un risque d'atteinte suffisamment grave et immédiate à ses prérogatives ou aux conditions d'exercice de son mandat, aux intérêts de la collectivité ou encore à tout autre intérêt public. Donc là, la palette est assez large. L'élu de l'opposition a par exemple la possibilité de se prévaloir du coût des prestations objet du contrat, qui rejaillissent sur évidemment la santé financière de la collectivité dont il est élu.
Il peut également mettre en avant le risque d'atteinte substantielle aux finances de la collectivité en l'exemple avec ce que je viens de dire. Donc une palette de possibilités là plus large, me semble-t-il, que celle offerte aux requérants. Après Tarn-et-Garonne donc et cette possibilité donc de suspension un peu difficile, le recours ou les recours indemnitaires, donc la possibilité pour des tiers de demander une indemnisation s'ils jugent qu'ils ont subi un préjudice du fait de l'illégalité de la conclusion d'un contrat. Alors c'est surtout le candidat évincé qui a ce droit. Il faut qu'il démontre qu'il a été irrégulièrement évincé, qu'il a droit à être indemnisé de cette irrégularité. Cette demande indemnitaire d'ailleurs peut être accessoire à un recours en contestation de la validité du contrat. On peut imaginer les deux, recours en contestation d'un côté et recours indemnitaire de l'autre. Alors, s'il peut simplement démontrer qu'il n'était pas dépourvu de toute chance d'obtenir le marché dès lors que son offre était régulière, ce qui est important évidemment, un requérant dont l'offre était irrégulière a peu de chances de voir son action aboutir, il peut avoir droit à être indemnisé des frais de son offre, sachant qu'il est toujours difficile de prouver la réalité des frais engagés, évidemment. Si par ailleurs il arrive à prouver qu'il avait des chances sérieuses d'emporter le marché, là il a droit à être indemnisé de son bénéfice manqué, mais là encore, prouver qu'on avait des chances sérieuses d'emporter le marché, c'est une chose qui est assez délicate. Et dans ces deux cas, l'irrégularité invoquée doit être la cause directe de l'éviction du candidat et donc de sa perte de chance. Ça vient d'être confirmé par un arrêt du Conseil d'État du 10 février dernier, société Bancel. Toujours sur le coût indemnitaire, une évolution réglementaire, un décret d'il y a un an, du 2 novembre 2016, qui a modifié le code de justice administrative sur les conditions d'exercice de ce recours, qui dorénavant est un peu plus encadré. D'une part, il doit être dans tous les cas être précédé d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'acheteur public, et même pour les marchés publics de travaux qui échappaient pour la plupart jusqu'à présent. Donc, ce qui veut dire que sans cette réclamation indemnitaire préalable, le recours exercé devant le juge ne pourra être pris en compte. Et par ailleurs, en termes de délai, l'absence de décision explicite de rejet fera naître une décision implicite de nature donc à faire courir le fameux délai de recours de 2 mois. Donc, deux précisions importantes qui sont venues encadrer donc un petit peu plus ce recours indemnitaire. Et puis enfin, le fameux recours STAR dont a parlé Maître Sabatier, tout récent, le recours en demande de résiliation du contrat. Juste pour rappel, on sait que depuis 2011, il est possible de contester le titulaire d'un contrat résilié peut contester cette résiliation devant le juge. C'est un des arrêts Béziers. On sait que la ville de Béziers a donné lieu à pas mal d'arrêts importants. Là, le juge va encore plus loin puisqu'il accepte le recours en demande de résiliation du contrat. Alors jusqu'à présent, un tiers a un contrat, il était en droit de demander auprès du juge de l'excès de pouvoir l'annulation du refus de l'administration de prononcer la résiliation du contrat. C'est un arrêt assez ancien, de 1964, mais qui était peu efficace. Parce que d'une part, il ne permettait pas d'obtenir la résiliation du contrat, mais simplement l'annulation du refus, ce qui n'est pas la même chose. Et puis, le risque de cette jurisprudence ancienne, c'est que ça ouvrait la possibilité pour les tiers, de contourner le délai de recours de 2 mois ouvert contre tout contrat public issu de la jurisprudence Tarn-et-Garonne. Donc cette évolution jurisprudentielle, ne serait-ce que sur ce point, est assez logique. Donc c'est un arrêt du 30 juin 2017, SMPAT. C'était un cours qui concernait un domaine assez conflictuel, un recours intenté par la société qui gère le tunnel sous la Manche contre le syndicat qui lui gère la liaison maritime Dieppe-New Haven. Il y a eu pas mal de contentieux sur ces liaisons et notamment le titulaire du contrat sous la Manche estimait que la position du syndicat et donc de cette liaison maritime lui portait préjudice et qu'elle était anticoncurrentielle par rapport à lui. Et donc le recours de cette demande en résiliation, il ne peut avoir que pour objet, donc c'est très précis,
que pour objet d'obtenir la résiliation du contrat et pas autre chose. Pas d'autres mesures coercitives, pénalités de mise en régie et autres. Comme dans le recours Tarn-et-Garonne, deux types de requérants, les élus de la collectivité, les élus de l'opposition et le préfet, qui eux ont un intérêt objectif à agir, donc là encore une possibilité de recours extrêmement large, et les autres tiers, mais là, il faut que ces tiers soient susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution du contrat. Donc il faut qu'ils prouvent que si le contrat se poursuit, ça leur porte un préjudice extrêmement important. Sachant que la liaison ne s'apprécie pas au regard des conséquences de l'existence même du contrat, mais des conséquences à sa poursuite, à la poursuite de son exécution. Ce qui veut dire que c'est quand même très difficile à démontrer. Le juge protégeant, si je puis dire, la sécurité juridique et la stabilité du contrat. Donc de là à ce qu'il accepte la résiliation, il faut vraiment que le requérant extérieur, le tiers, prouve qu'il y a un préjudice extrêmement fort du fait de cette poursuite de contrat. Et donc c'est le cas d'espèce d'ailleurs de ce litige entre le tunnel sous la Manche et la liaison Dieppe-Newhaven. La seule qualité de concurrent ne suffit pas à conférer un tel intérêt. Le Conseil d'État a estimé que cette situation concurrentielle entre la liaison Dieppe-Newhaven et le tunnel sous la Manche ne suffisait pas à créer un préjudice susceptible d'entraîner la résiliation du contrat. Ce qui est assez logique, mais ce qui en soi ferme quand même relativement la porte à ce type de recours, en tout cas s'agissant des tiers. La porte étant un peu plus ouverte, comme on l'a dit, pour le préfet et les élus de l'opposition. Et donc, pour préciser encore cette contrainte, les moyens invocables donc pour ce recours en résiliation, seules 3 catégories de moyens sont opérants. Le tiers donc doit pouvoir démontrer que la personne publique est tenue de mettre fin au contrat, soit du fait de dispositions législatives applicables au contrat en cours, donc il faut l'intervention d'une disposition d'une loi pendant l'exécution du contrat qui entraîne une modification du dit contrat, soit parce que ce contrat est entaché donc d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge doit relever d'office. Donc il faut vraiment que ce soit des irrégularités extrêmement importantes, notamment un vice grave de consentement. Soit enfin parce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. Là encore, il faut des manquements contractuels qui, de par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. Par contre, les irrégularités commises lors de la passation du contrat, notamment des obligations de publicité et de mise en concurrence, ne sont pas prises en compte, ne sont pas un principe de nature à justifier une résiliation du contrat à la demande du tiers. Donc j'insiste, c'est vraiment un recours extrêmement fermé, me semble-t-il, auprès des tiers au contrat. Il y a des procédures à respecter également, comme pour les recours que l'on a vus tout à l'heure. Là encore, demande préalable de résiliation à former auprès de l'administration. Sans cette demande préalable, le recours ne pourra être accepté par le juge. Et ce n'est qu'en cas de refus express ou tacite opposé à cette demande que le juge pourra être saisi. Et on retrouve le même délai que dans Tarn-et-Garonne, le fameux délai de 2 mois à compter de ce refus. Donc on a sur ces recours, sur le fond, une situation assez paradoxale. Une ouverture considérable de ces recours au tiers. On l'a vu avec Tarn-et-Garonne et on vient de le voir avec le recours en demande de résiliation. Donc là, un point plutôt positif pour les requérants potentiels. Mais à côté de ça, des moyens invocables relativement fermés qui, en tout cas c'est la jurisprudence que l'on voit jusqu'à présent du Conseil d'État, limite, me semble-t-il, l'intérêt de ces recours pour les requérants. Bien, je vous remercie, Maître Pérical, Maître Sabatier, pour cette présentation très claire, pardon, et synthétique d'une jurisprudence, c'est vrai, qui est en constante évolution dans ce domaine. Alors je vous demande de bien vouloir rester connecté. Nous allons examiner, voir si des questions ont été posées. Donc nous allons mettre en pause pendant quelques minutes.
On prend connaissance de vos questions et on y répond immédiatement. Première question, pour quelle raison le MAPA échappe au référé contractuel? Eh bien, parce que en matière de MAPA, vous n'êtes pas tenu, quand vous êtes acheteur, d'attendre un délai de suspension entre la notification du rejet de l'offre et la signature du marché. Vous pouvez très concrètement informer les candidats évincés du rejet de leur offre et immédiatement signer avec le candidat attributaire. De sorte que, comme vous avez signé, le marché ne peut plus être contesté par la voie du référé précontractuel. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il ne peut pas davantage être contesté par le référé contractuel, puisque l'hypothèse en question ne fait pas partie des cas d'ouverture prévus par le Code de justice administrative. Deuxième question, qu'est-ce qu'on entend par la dénaturation de l'offre? Alors, je vous ai effectivement rappelé que le juge des référés ne pouvait pas contrôler les mérites respectifs des offres. En revanche, il est admis dans la jurisprudence qu'il peut tout à fait vérifier que l'acheteur n'a pas dénaturé l'offre du candidat requérant, qui a donc été par définition évincé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va vérifier qu'il n'y a pas une erreur de fait qui a été commise par l'administration. Lorsque vous analysez les offres, vous fixez souvent en tant qu'acheteur des points forts et des points faibles. Il ne faut pas, par exemple, que le point faible qui est fixé sur un point précis de l'offre du candidat requérant soit erroné. Si vous vous êtes trompé en affectant une plus-value ou une moins-value à l'offre d'un candidat, eh bien, cela peut constituer une dénaturation de son offre et cela est un moyen qui est invocable par le candidat écarté. Sur j'essaie de parler un petit peu plus loin du micro parce qu'apparemment j'étais trop près, notamment au début de l'intervention, j'en suis désolé. À la question, le contrat administratif est-il susceptible d'être exposé à un risque conséquent au regard du droit à la concurrence? Ce qui est certain, c'est que le droit à la concurrence tel qu'issu du Code du commerce notamment s'applique au contrat administratif et le juge administratif applique ces dispositions, notamment en vérifiant la légalité de la passation du contrat. Il va notamment vérifier si la passation et l'octroi d'un marché n'est pas à l'origine d'une situation de monopole illégal ou de situation d'abus de position dominante. Il va également regarder si les prix pratiqués ne sont pas des prix prédateurs, mais là, on se rapproche un petit peu de l'offre dite anormalement basse qui est prévue elle-même par la réglementation marché public. Donc effectivement, le droit à la concurrence fait partie, on va dire, du bloc de l'égalité susceptible d'être utilisé par le juge dans le cadre de son contrôle. Cela étant, rares sont les jurisprudences concernant ce type d'illégalité, le juge se concentrant plutôt sur le respect ou le non-respect des grands principes de la commande publique, liberté, égalité
et transparence. Autre question posée par une participante, est-il possible de nous rappeler l'apport de Smirgeum? Alors la jurisprudence Smirgeum qui date de 2008 et qui a été rendue par le Conseil d'État a totalement bouleversé l'appréciation du juge, puisque en plus d'une irrégularité, ce qui était déjà le cas avant de Smirgeum, le candidat requérant doit démontrer qu'il est lésé. Il doit donc justifier sa lésion qui va souvent résulter de l'ajout de cette irrégularité et de la démonstration donc qu'il a souffert de l'irrégularité qui a été commise. Donc l'apport de Smirgeum, c'est l'exigence de la démonstration d'une lésion par le candidat évincé requérant. Que conseillez-vous pour les MAPA? Respect ou non d'un délai de suspension avant la signature? Moi, je conseille pour les marchés, les procédures et les marchés qui revêtent une sensibilité particulière, qui ont un contexte un peu particulier où le risque contentieux va être élevé, je conseille aux acheteurs, puisque cela est totalement permis par le juge administratif et qu'aucun texte ne l'interdit, de signer le plus rapidement possible avec le candidat attributaire. De cette façon, vous échappez à tout risque de recours en référé précontractuel et contractuel. Et il y a une autre question qui fait une transition toute trouvée avec cette question, qui était est-ce que le MAPA peut faire l'objet d'un recours au fond? Oui, le MAPA peut faire l'objet d'un recours Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire que si le référé précontractuel et contractuel n'est pas possible en MAPA dès lors que vous n'avez pas respecté un délai de suspension, ce qui est le droit le plus total en l'état de la jurisprudence pour l'acheteur, néanmoins, vous risquez potentiellement l'introduction d'un recours au fond, c'est-à-dire dans le délai de 2 mois, le recours Tarn-et-Garonne dont on a parlé tout à l'heure. Si en MAPA on publie un avis d'intention de conclure, ouvre-t-on la voie du recours précontractuel? Sinon, à quoi sert cet avis? Eh bien, cet avis, à mon sens, ne sert à rien. Il ne sert à rien du tout, donc ne dépensez pas de l'argent dans des organes de publication avec cet avis d'intention de conclure parce que ça ne sert à rien. Pourriez-vous nous donner des exemples jurisprudentiels de sanctions des méthodes de notation? Alors, il y a un exemple qui a été apporté assez récemment dans un arrêt rendu par le Conseil d'État le 24 mai 2017. C'est un arrêt qui a été cité tout à l'heure dans l'exposé, où en fait le Conseil d'État a estimé que une méthode qui conduisait automatiquement à attribuer une note de 20 sur 20 à l'offre la moins chère et celle de 0 sur 20 à l'offre la plus chère était illégale, sachant que dans ce cas d'espèce, le critère du prix était en plus pondéré à 60%. Donc l'impact de l'illégalité de cette méthode de notation était extrêmement important. Là-dessus, ce que vous devez retenir, c'est que il faut, quand on le peut, quand on le souhaite, favoriser la règle de 3. En fait, il faut instaurer des méthodes de notation. Déjà, il ne faut pas les publier dans le règlement de consultation. Je rappelle qu'une méthode de notation ne doit pas forcément être publiée en amont de l'analyse des offres. Donc, je conseille, pour des raisons de sécurité juridique, de ne pas insérer cette méthode de notation dans le règlement de consultation. Mais vous aurez à en justifier lorsque les candidats évincés vont vous demander des explications. Et cette méthode de notation, elle devra figurer dans le rapport d'analyse des offres, bien sûr.
cette méthode de notation, elle devra en fait respecter le plus possible l'écart qui existe entre les offres. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'une méthode de notation crée un écart de notes qui ne correspondent pas réellement à l'écart de qualité intrinsèque des offres. C'est pour ça qu'une méthode de notation qui avait abouti à des notes négatives a également été censurée. Voici un autre exemple de censure d'une méthode de notation. Y a-t-il un intérêt à passer un avis d'attribution en MAPA? À mon sens, non. Ce n'est pas une obligation, donc vous n'avez pas l'obligation de le faire, et je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à le faire. Le délai de 2 mois pour former le recours Tarn-et-Garonne court, comme cela a été dit, à compter des modalités de publicité appropriées. En MAPA, vous n'avez pas l'obligation de publier un avis d'attribution. Ce délai de 2 mois courra en gros à compter de la signature du marché en question. Question suivante. L'ensemble des sous-critères de notation doit-il apparaître dans le règlement de consultation? Bien sûr. Les sous-critères de notation sont eux-mêmes pondérés, étant donné que la jurisprudence les assimile à des critères de jugement des offres, et à ce titre, ils doivent être portés à la connaissance des candidats. On sait depuis 2009, l'arrêt rendu par le Conseil d'État ANPE, que la seule indication d'un critère de jugement des offres avec sa pondération, sans le décliner soit en sous-critères, soit en éléments d'appréciation, est quelque chose qui est irrégulier. Donc concrètement, vous devez indiquer les critères de jugement des offres, ça tout le monde le sait maintenant, mais également les sous-critères qui vont servir à la compréhension du candidat et à l'élaboration de son offre. En revanche, les éléments d'appréciation qui relèvent d'un critère et qui ne sont pas pondérés doivent aussi être indiqués. Maître Pérical et Maître Sabatier, je vous remercie donc d'avoir répondu à toutes ces questions et aux participants d'avoir assisté donc à ce webinaire consacré à l'analyse de cette jurisprudence récente. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains mois, bien pour de nouveaux rendez-vous experts. À bientôt.